Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 5 ans et je te partage ici, seule ou avec mes invités, des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de la productivité, de la tech, des outils no-code et d'IA. Je te partage avec honnêteté et transparence mon quotidien d'entrepreneuse avec ses hauts et ses bas, un journal de bord pour te partager mes réflexions quand j'en ressens le besoin. Alors si tu veux me rejoindre dans cette discussion, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver en ce début de semaine pour parler d'un sujet qui me passionne. Comment gérer les clients qu'on déteste? Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'adore mes clients. Vraiment, je les aime. Mais il m'arrive d'avoir des clients de temps en temps que j'apprécie moins pour des raisons du style mauvais payeur ou parce que en fait on développe une telle relation que ça y est, ils se permettent des choses pas forcément très possibles. Donc aujourd'hui, je veux parler de ce sujet parce que je pense que gérer des mauvais clients, ça arrivera forcément quand on est freelance. C'est un peu, ça fait un peu partie de toutes ces premières fois qu'on fait forcément quand on se lance en freelance à un moment ou à un autre. Et pour moi, il y a des solutions pour gérer. Et avec les années, j'ai réussi, je pense, à mettre en place justement des solutions pour gérer tous ces petits tracas, ces petits problèmes du quotidien. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, si tu es un mauvais client, tu ne vas pas rester un mauvais client longtemps. Dans le sens où très très vite, je vais mettre fin à notre collaboration. Pourquoi? Parce que faut arrêter d'avoir le syndrome de l'infirmière. C'est comme en couple, tu vas pas transformer ton mec. Donc, si c'est un mauvais client et qu'il a des mauvaises habitudes, du type payer en retard, bah c'est pas à toi d'en pâtir. Et donc moi en général, je préfère couper court à la relation et ne pas poursuivre. Donc, comment faire pour ne pas arriver dans cette situation? En fait, moi, je cultive l'authenticité et la transparence avec mes clients. Je pense que vous le voyez avec mes contenus, de toute façon, je partage tout. Comme le dit si bien Marine dans ma dernière vidéo bilan, en fait, c'est quand même assez incroyable qu'elle n'en sache pas plus que ce qu'il y a dans cette vidéo. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de faire de la rétention d'informations. De toute façon, les résultats sont là. C'est pas très grave, j'ai pas honte. Ça ne change pas ma valeur, en fait. Je me suis foirée, bon bah voilà, ça arrive. Et bah avec mes clients, c'est un peu la même chose. Je cultive l'honnêteté et je suis toujours hyper transparente avec eux sur tout ce qui se passe. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, j'en parle tout de suite, je désamorce. Et je pense que désamorcer le plus vite possible, c'est ce qui va maintenir une relation saine sur le long terme. Donc par exemple, cette année, j'ai eu des missions sur lesquelles j'ai eu des problèmes relationnels avec certaines personnes. C'était pas mon client en direct, c'était des personnes avec lesquelles je collaborais sur certains projets. La meilleure posture à adopter, c'est de tout de suite faire remonter. Ça, moi, je l'ai appris quand j'étais dans des grosses boîtes. En fait, faut tout de suite se back-up parce que ça peut très vite te retomber sur la gueule. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'appuie sur des faits. Ça ne sert à rien d'être dans l'émotionnel, d'être dans le ressenti. On est dans un contexte professionnel. Je sais que ça peut être compliqué pour certains. Moi-même la première, mais maintenant c'est bon, ça fait longtemps. Ça m'atteint beaucoup moins qu'avant. Je pense que ça, c'est juste expérience. Mais dans un contexte professionnel, on s'appuie sur des faits et on expose ce qui ne va pas. Exemple, voilà, il y avait une échéance à respecter. L'échéance n'a pas été respectée. Je fais remonter la situation. Et même si parfois je parle aussi émotionnellement, dans le sens où je vais partager vraiment mon ressenti à mon client, en mode je ressens que la personne ne valorise pas mon expertise. Ça, c'est une phrase que j'ai pu dire cette année. C'est un ressenti qui est OK et parce qu'il est étayé par tous les faits que j'ai proposés autour, c'est OK. Lors d'une mission, lorsque j'ai un problème avec une personne, au-delà de le faire remonter, en vrai ça arrive extrêmement rarement, mais ça arrive quand même. Au-delà de le faire remonter, en fait, je suis obligée de collaborer avec cette personne sur l'intégralité de la mission. Je n'hésite pas de moi-même à mettre fin à la mission parce que ça sert à rien dans le sens où il y a de fortes chances que ce problème relationnel nuise au bon déroulement de la mission. Et en fait, moi, je préfère recommander des partenaires, d'autres personnes qui potentiellement seraient intéressées par la mission et qui, elles, n'auraient pas de problème avec cette personne. Même si en général, quand j'ai des problèmes relationnels, c'est que c'est pas qu'avec moi. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Quand j'ai des soucis avec certaines personnes, c'est que c'est la personne le problème. Parce que je suis plutôt assez facile, je pense. Et j'ai toujours le sourire. Je pense que ça se voit. Je sais pas, vous me direz. Mais moi, j'ai toujours les sourires sur l'émission. Je suis toujours contente de ce que je fais. En fait, j'ai tellement détesté ce que je faisais avant dans le salariat qu'aujourd'hui, j'aime tellement mon travail que je suis tout le temps contente d'être là, tu sais.
Ce qui est plutôt positif, hein. C'est plutôt une très bonne chose. Donc, avant d'avoir un problème avec moi, faut quand même y aller, quoi. Je noue des liens, assez facilement, sans être non plus trop friendly. Et ça rentre dans le côté posture. En fait, c'est pas tes potes, c'est tes clients. C'est pas parce que tu noues une vraie relation professionnelle et tu as le droit de bien t'entendre avec ton client qu'il faut passer dans ce truc de friendly, parce que quand il s'agira derrière d'aller négocier un contrat, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est notamment, et je vois beaucoup de freelance dans ce cas, lorsque se développe une relation beaucoup trop amicale entre le client et le prestataire, qu'ils en arrivent à bosser gratuitement sans même l'avoir vu venir. C'est pas possible, on fait pas ça. Non, on doit faire payer ses heures. Voilà, c'est comme ça. À un moment, si tu ne peux plus manger, tu ne pourras plus faire l'émission pour lui. Donc, on remet de la distance là-dessus. Pour moi, il y a un temps pour tout et ça peut être ok de prendre un café avec ton client de temps en temps dans un contexte un peu plus informel. Mais du coup, si tu veux renégocier un contrat, il faut prendre un rendez-vous et ce sera pas au café. Tu vois, il y a ce truc un peu où tu remets un contexte professionnel à une action liée à la mission. Maintenant, comment on fait pour mettre fin à une mission? Déjà, moi, je pense que dès qu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si tu commences à sentir que cette mission, elle te pèse, elle te coûte, et que vraiment tu te rends compte que ça se passe pas bien, la personne ne valorise pas ton expertise, la personne, au-delà de ça, ne te paye potentiellement pas, ou très en retard, tu mets fin à la mission. Et il n'y a pas de débat possible. Tu appelles, tu expliques, voilà, suite au retard de paiement de tant de jours, et au fait que vous n'avez pas été satisfait de telle partie de la mission, parce que souvent en plus il y a ça, eh bien je vous propose que nous mettions un terme à notre collaboration selon les modalités du contrat que nous avons contractualisé ensemble. Il nous reste ça à faire et vous devrez me verser tant. Voilà, tu fais le point. Je vous envoie tout de suite par mail un résumé de cet échange et puis je vous souhaite une belle continuation. Je pense qu'il faut le faire une fois pour se rendre compte que c'est pas si grave. Vraiment, rompre avec un client, c'est ok. Moi, je l'ai fait à maintes et maintes reprises, même avec des clients que j'adorais. Mais en fait, je leur disais que vous avez plus besoin de moi. En fait, même pour moi, ça m'excite plus parce que j'ai fait le tour. Ça y est. Et au-delà d'avoir fait le tour, je vous apporte plus rien. Ça y est, vous êtes autonome. Et je pars voyager vers d'autres horizons. Et c'est très bien. Par contre, là, dans ce contexte-là, ça m'arrive encore parfois de déjeuner un midi avec un ancien client avec qui je m'entendais bien ou prendre un café parce que c'était personne sur 6 mois, j'ai travaillé avec eux. C'était trop cool, c'était trop bien. Une relation n'est pas obligé, professionnel, hein, je parle vraiment de prestataire à client, n'est pas obligé de se terminer en sang. Pas du tout. La mission peut juste se terminer parce qu'elle se termine. Ça y est. Honnêtement, moi, mes clients ont tendance à revenir beaucoup. Mais parfois, non, parce que je les ai formés, ça y est, ils sont autonomes. Ils ont plus besoin de moi. Ils volent de leurs propres ailes. Il y a quelqu'un en interne qui est aussi bon que moi aujourd'hui. C'est bon. Il n'y a plus besoin de moi. Et en fait, moi, ça me rend presque heureuse. Je me dis, ça y est, j'ai participé à transmettre le no-code dans le monde. C'est trop cool. Voilà. Ça, c'est mon côté un peu bisounours. Donc, mettre fin à une mission, c'est pas facile. Ce qui est encore plus difficile, c'est d'aller réclamer son argent quand des personnes ont des retards de paiement. Une fois par mois, je me pose, je liste mes paiements en retard et je prends mon téléphone, chose que je déteste faire. Hein, les gens qui me connaissent, vous savez à quel point je déteste appeler les gens. Et bah là, genre, je le fais machinalement sans réfléchir, genre vraiment, je tape le numéro sur mon téléphone, j'appelle, j'explique la situation. Hello, c'est Claire, est-ce que tu te souviens de moi? Vraiment, je t'appelle parce que, voilà, je t'ai envoyé telle facture il y a 30 jours et j'ai toujours pas reçu le paiement. Alors, je voulais savoir comment ça se passe de ton côté, parce que il s'agirait de payer. Moi, je sais que je ne pratique pas les pénalités de retard. Des avocates m'ont dit qu'il fallait que je le fasse parce que là, typiquement, j'ai un gros client de 2024 qui nous a pas payé. Parce que voilà, c'est la vie, même lui est en difficulté. Mais c'est chiant, en fait, d'en arriver là. Et du coup, l'étape d'après, l'étape que je connais désormais, c'est de faire justement appel à un avocat qui va donc envoyer des courriers pour expliquer à la personne qu'il va falloir payer. Parce que sinon, on passera encore un cran plus loin. Réponse aux emails des débiteurs, mise en demeure et gestion de la phase précontentieuse du recouvrement. Voilà, tant de vocabulaire que je ne maîtrise pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des avocats pour nous accompagner sur ces sujets. Et c'est pour ça que je pense que tout entrepreneur, même freelance, doit avoir dans son agenda des bons avocats et des bons comptables parce que c'est un peu la base de l'entrepreneuriat, hein, on va pas se mentir. Hein. On le sait, c'est pas facile. Pour autant, faut le faire. Et je vous le dis, faites-le. C'est votre rappel si vous avez des impayés. C'est pas si horrible. C'est-à-dire que quand tu discutes avec la personne au téléphone, tu te rends compte que tu as juste un humain en face de toi, qui est pas forcément une mauvaise personne, c'est juste une personne qui n'a pas d'argent sur son compte. Et la première chose à faire, c'est de proposer un échéancier. C'est-à-dire que tu lui dis, ok, je comprends la situation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer un échéancier. En combien de mois penses-tu que tu pourras me rembourser? Et on divise. Et donc, si elle me doit, je sais pas, 2000 € sur 4 mois, hop, on fait 500 € par mois. Voilà. Comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Et ça se passe
généralement très bien et il y a jamais de difficulté sur ce point. C'est vraiment très, très rare en toute sincérité que j'aille jusqu'aux lettres d'avocat. Là, c'est dans un cas où en fait on a livré le projet et on n'a pas reçu, les 50 en fin de mission et dans ces cas-là, faut avoir des bons avocats. Autre chose pour remettre de la distance et mieux gérer ses clients, chose que moi je fais assez naturellement parce que, je suis pas du tout assez assidue sur mes mails, mais je pense que ce n'est pas une bonne pratique que de répondre immédiatement aux clients. Genre les habituer à être disponibles dans l'instantané. Pour ma part, je n'ai aucune mission à temps plein. J'ai uniquement des missions où je suis payée à la journée, à l'heure et je suis plutôt extrêmement flexible sur ce point. C'est-à-dire que si la personne me dit, «J'ai besoin de toi, la semaine prochaine pour faire ci, ça», je m'organise comme je veux. Tant que je respecte les deadlines, en fait, je suis dispo. Si on a besoin d'un call, bah, je peux même me rendre disponible dans l'après-midi s'il faut, si c'est vraiment urgent. Et d'ailleurs, en réalité, pour mes clients, je traite même toutes les urgences, exactement comme quand j'étais astreinte d'une application bancaire, avec le même niveau de gravité, alors que vraiment on fait du marketing, mais je réponds dans l'heure. Voilà. Donc je pense que répondre à toutes les sollicitations de ses clients immédiatement n'est pas une bonne pratique. Il faut les lire, les consulter, mais il faut relativiser. Typiquement, aujourd'hui, moi, j'ai reçu un mail. J'aurais clairement pu laisser courir le mail parce que c'était clairement pas une urgence. Sauf que j'ai pris en compte le fait que la personne m'avait écrit sur une autre adresse mail à laquelle je n'ai pas accès et qu'en fait, ça faisait un mois qu'elle attendait la réponse. Donc, j'ai répondu beaucoup plus vite. Mais ça aurait pu attendre genre 3 jours, tu vois. Parce que, typiquement, pour les réponses aux mails de mes clients, bah en fait, comme je sais que moi, dans mon agenda, je m'organise comme ça, j'ai des journées, et d'ailleurs, ils sont même pas au courant, mais j'ai des journées dédiées à chacun de mes clients. Genre en mode, je sais que le mardi, je vais bosser pour tel client, le mercredi pour tel client. Et donc, bah, c'est en commençant la journée pour ce client que je vais traiter les mails les plus urgents. Si ce mail peut attendre ce moment, il va attendre. Et il n'y a pas besoin, là, en plus, il fallait vraiment que j'analyse des choses, que je lise un document. Enfin, ça m'a pris une petite 30 minutes, tu vois. C'est quand même pas déconnant. Je pouvais pas le faire sur l'instant. Pour autant, je l'ai fait parce que la pauvre, elle attendait depuis un mois parce que je sais que c'était trompée d'adresse mail. Et moi, j'ai même mis en place un système pour un gros client où ils sont vraiment très nombreux à pouvoir me solliciter. Un système dans lequel, en fait, ils ont un formulaire pour faire remonter leurs demandes. Et en fait, ça alimente aussi derrière une FAQ à laquelle je réponds. Comme ça, tout le monde peut consulter les réponses. Et au-delà de ça, on a une office hour mensuelle technique sur les outils qu'on a mis en place. Comme ça, et ben, ils ont l'occasion de poser leurs questions en live. Je fais les démos en live. Et moi, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir 1 heure par semaine durant laquelle je réponds à toutes les questions en live que d'avoir 30 mails par semaine, potentiellement sur des questions identiques, et que je dois refaire les tutos à chaque fois. Maintenant, pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous partager un truc que je fais 2 fois par an et qui me permet de me rendre compte un peu de qui sont mes mauvais clients. Parce que, encore une fois, je le répète, là, actuellement, j'ai 5-6 clients prestations de services en parallèle et bah, comme d'habitude, beaucoup de clients en formation. Mais mes clients, là, ceux que j'ai en prestation de services, c'est que des personnes incroyables, vraiment, avec qui je m'entends particulièrement bien, avec qui on fait des beaux projets. Et donc, je les kiffe, en fait. J'adore travailler avec eux. Et si j'aimais pas travailler avec eux, ça ferait longtemps que je m'en serais séparée. Voilà. Je ne suis plus ce freelance qui reste avec des clients qu'il apprécie pas particulièrement juste parce qu'il faut manger. J'y vais vachement au feeling aussi, hein. En général, dès le premier call, je me rends compte si je veux aller beaucoup plus loin avec la personne ou pas. Et je suis mon instinct, beaucoup plus qu'avant là-dessus. Et bah parfois, mon instinct se trompe et je me retrouve comme avec des impayés. Mais déjà, le feeling, c'est très bien. Qu'est-ce que je fais tous les 6 mois pour m'assurer que je vais dans la bonne direction avec mes clients? Je l'ai fait pour la première fois avec un client où en gros, j'avais juste besoin de le poser sur papier pour me rendre compte que c'était le moment d'arrêter. J'appelle ça le pour ou contre quitter blablabla. En général, vous avez que 3, 4, 5 clients par an. Et donc, vraiment, 2 fois par an, je fais les pour ou contre quitter chacun de mes clients. En fait, c'est sain de questionner ce qui ne va pas dans une démarche d'amélioration. Ça va aussi parfois déceler des choses qui ne vont pas et qui vont te permettre de mettre en place des choses pour que ça aille encore mieux. Comme je disais, les exemples des office hours, etc. L'exercice du pour ou contre quitter cette boîte, je le trouve trop bien. Je l'ai donné ce conseil il y a pas longtemps à une personne de mon équipe qui venait de perdre un gros client et je lui dis mais t'as fait le pour ou contre quitter telle boîte parce que c'est peut-être eux qui viennent de se séparer de toi mais enfin de ce que tu me disais de ce client, je pense que ça fait longtemps qu'il y avait plus de contre que de pour et limite je me réjouis pour toi que ce soit enfin terminé ce calvaire, tu vois. Et elle me disait ah non mais c'est vrai que j'y avais pas réfléchi et en fait vu sous cet angle, bah c'est vrai que en fait elle me l'a dit après ça, genre 2 semaines après avoir mûri cette réflexion, mais vu sous cet angle, c'était une évidence que c'était le moment de quitter ce client quoi. Moi-même la première fois que j'ai fait cet exercice, c'était pour un client avec lequel je savais au fond de moi que ça faisait des mois que ça se passait plus bien, que je ne leur apportais plus rien de bien, que aucun de mes projets ne m'excitait et que bah, j'étais plus du tout alignée avec la direction qu'on me prenait. Et donc, j'avais écrit vraiment une page mais longue, mais super longue des pour ou contre. Pour,
Globalement, c'était de l'affect. En mode, j'adore les fondatrices, je veux pas partir parce que je les adore, je veux pas les laisser dans la merde. Contre, je fais trop d'heures, je suis pas payée à ma juste valeur, je déteste les projets qu'on fait. Je te fais un gros résumé de la page Notion qui faisait 3000 mètres de longueur. Mais en fait, j'ai exposé les choses telles qu'elles étaient en disant, voilà, en fait, je vous adore, j'ai pas envie de vous lâcher, mais on va être honnête, ça se passe plus bien. C'est comme dans une relation, parfois l'amour ne suffit pas. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on a les mêmes objectifs et que on pourra continuer notre chemin ensemble. C'est pareil avec des clients. Là, en l'occurrence, les missions sur lesquelles je souhaitais travailler et la direction que je souhaitais impulser sur ces missions ne correspondaient pas avec celle des fondatrices. Donc, je n'avais plus rien à faire là. Pire que ça, la direction qu'ils prenaient, je voyais pas ce que je pouvais apporter dessus. Genre vraiment, c'était trop loin de ma zone d'expertise. Même pour elle, je comprenais pas qu'elle souhaite me garder limite. Donc, c'est dans ce sens que je leur ai exposé toutes les raisons pour lesquelles je devais partir et que c'était même mieux pour elles. Donc, il faut prendre ce temps de recul et quand on est dans le quotidien, dans l'euphorie du moment, j'ai envie de dire, c'est très compliqué de prendre ce recul et moi, vraiment, je me pose sur Notion avec une page blanche avec un titre pour ou contre quitter telle boîte, quoi. Et j'y vais sur des critères hyper réalistes, genre niveau de kiff, niveau de rémunération, part de mon CA, tout ce que j'aime, tous les projets que j'ai aimés sur les 6 derniers mois, tous les projets que j'ai pas aimés, tout ce que j'ai pas aimé, tout ce que je ne veux plus supporter, tout ce qui doit changer. OK, il y a plus de pour, il y a plus de contre. OK, il y a plus de pour, on continue. Par contre, qu'est-ce qui m'amènerait potentiellement, si ça se détériore encore, à quitter cette mission? OK, ça, va falloir que ça change. Il y a trop de mails, il y a trop machin, etc. Go. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles actions concrètes on met en place pour passer à la suite en fait, améliorer la situation et du coup que quand tu fasses ce pour ou contre dans 6 mois, t'aies encore moins de comptes que cette fois-là. Voilà. Et en général, je te rassure, les pour ou contre que t'as, en fait, ils vont aussi améliorer l'expérience côté client. Parce que bien souvent, en fait, ils sont d'accord avec toi, mais juste, eux ne sont pas responsables de driver la relation. Je pense que le freelance a plus de responsabilités pour driver la relation parce que justement, c'est lui qui a l'expertise technique, souvent, même si le client a l'expertise métier. Voilà, bon là, je parle de ce que je connais, hein, parce que moi, j'ai une expertise technique et pas une expertise métier. Même si, en vrai, à force d'accompagner des boîtes dans le marketing, je crois que je commence à comprendre pas mal de choses. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu sur comment gérer les clients qu'on déteste. Le titre était peut-être un peu provocateur parce qu'en soi, les clients qu'on déteste, ce ne sont plus nos clients. Tout simplement, on apprend à dire non et on les quitte. Très important. On ne garde que des clients qu'on aime fort. Voilà, qui payent dans les temps et qui valorisent notre travail, qui valorisent notre temps et avec lesquels on réalise des projets incroyable. Bon écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez me laisser un commentaire, vous pouvez le faire juste en dessous sur YouTube ou me laisser un petit témoignage sur la plateforme d'écoute que vous préférez, ainsi qu'un petit avis pour me faire remonter dans l'algorithme des plateformes de recommandation de podcast. On se retrouve comme d'habitude dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. Bye!